La plupart des grands clubs européens ont été créés entre les années 1800 et 1900. Mais tu sais quoi? Le Paris Saint-Germain a vu le jour qu'en 1970. Pendant que des clubs comme le Real Madrid et Liverpool enchaînaient les trophées nationaux et européens, le PSG était encore en train de comprendre comment bien gérer les salaires de ses joueurs. Mais en 2025, ils sont devenus les champions d'Europe et la meilleure équipe au monde. Mais alors, comment le PSG est-il passé d'un club de football médiocre à un club d'élite au sommet du football européen? Pour répondre à cette question, nous devons revenir au tout début et retracer toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors, pendant l'été caniculaire de 1970, une idée vraiment folle a vu le jour au cœur de la France. Une idée qui allait redéfinir à jamais le visage du football français. Un groupe d'hommes d'affaires français et de passionnés de football ont décidé que Paris, capitale culturelle du monde, méritait mieux qu'une poignée d'équipes inconnues et pauvres financièrement qui se battaient dans les divisions inférieures. Ce qu'ils voulaient, c'était un grand club, capable de représenter la grandeur et l'ambition de Paris. Ils ont donc pris une décision aussi audacieuse que surprenante. Fusionner deux clubs, le Paris FC et le Stade Saint-Germain. Et il ne s'agissait pas seulement d'une main serrée et d'un accord conclu. Cette fusion a en fait été financée par le public. 20 000 supporters ayant mis la main dans la poche pour réaliser ce rêve. À l'époque, ce type de participation financière du public à la création d'un club de football était quasi inconnu. Mais contre toute attente, le Paris Saint-Germain a officiellement vu le jour le 17 juin 1970. C'était un tout nouveau club né de l'ambition, du soutien, de la communauté et du désir de faire entrer enfin Paris dans le monde du football français. On pourrait croire que tout allait bien se passer, mais non. Le long et difficile parcours venait de commencer. Le club fusionné n'a pas eu le temps de savourer sa nouvelle gloire avant que les tensions ne commencent à monter. 2 ans seulement après sa création, en 1972, une scission se préparait déjà en coulisses. Les pressions politiques, les désaccords financiers et les conflits d'ego entre les dirigeants ont commencé à fissurer l'unité du club. Ce qui a suivi a été une lutte acharnée entre l'entreprise et le club sportif. Et dans un rebondissement dramatique digne d'un mélodrame footballistique, le PSG a été relégué en Division 3, tandis que le Paris FC a réussi à conserver sa place en Division 1. Pour ce jeune club, cela aurait pu être le début de la fin. Mais s'il y a bien une chose qui a toujours défini le Paris Saint-Germain, c'est sa résilience. Car à peine 2 ans plus tard, en 1974, le PSG a réussi à remonter en première division, prêt à se lancer dans une aventure qui allait être tout sauf ordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'un club sans identité? Dans le cas du PSG, cette identité est littéralement tissée dans les fibres de son maillot et brodée sur son écusson. Et non, le bleu, le rouge et le blanc n'ont pas été choisis au hasard par un graphiste en quête d'inspiration. Chaque couleur raconte quelque chose. Le bleu profond et le rouge évoquent la ville de Paris. Le blanc, lui, rend hommage à Saint-Germain-en-Laye, cette commune royale qui a vu naître une partie du club. Après la séparation avec le Paris FC au début des années 70, le PSG dévoile en 1973 un nouveau blason qui ancre définitivement son identité visuelle. On y découvre la tour Eiffel, fièrement dressée, surplombant une fleur de lys, symbole hérité de la royauté française et de l'histoire de Saint-Germain. Cet écusson deviendra l'un des symboles les plus reconnaissables du football européen. Mélange unique d'élégance parisienne et d'héritage noble. Au début des années 80, le PSG a commencé à monter en puissance. Ce n'était plus seulement un club qui essayait de survivre, mais un club qui était prêt à rivaliser. Cette décennie a vu le Paris Saint-Germain faire ses premiers pas pour devenir une force dominante dans le football français. En 1982 et 1983, le club a remporté 2 fois de suite la Coupe de France, prouvant qu'il était capable de remporter des trophées lorsqu'il le fallait. Puis est venu le grand moment. Son premier titre de Ligue 1 en 1986. Ce n'était pas seulement des victoires, c'était des affirmations. Le PSG a fait savoir à tout le pays à quel point il était déterminé et qu'il a bien l'intention de rester en première division. Des joueurs comme Luis Fernandez, Safet Sušić sont devenus des stars de l'époque et leurs noms ont été gravés dans la mémoire collective des supporters qui avaient enfin une équipe en laquelle croire. Le Parc des Princes, leur stade historique, s'est transformé en une forteresse bruyante et passionnée. C'est à cette époque qu'est née la véritable culture des supporters du PSG. Et le club a commencé à gagner en popularité, non seulement à Paris, mais dans tout le pays.
Puis sont arrivées les années 90, une période dorée souvent appelée l'ère Canal+, lorsque le géant français de la télévision Canal+, a racheté le club. Il a apporté non seulement de l'argent, mais aussi une nouvelle vision. Le PSG n'était plus seulement un club local en pleine ascension, il était en passe de devenir une marque internationale. La stratégie de transfert du club est devenue beaucoup plus ambitieuse. Et soudain, de grands noms ont commencé à porter le maillot du PSG. David Ginola, avec ses cheveux flottants et son jeu de jambes élégant, est devenu le chouchou des fans. Georges Weah a apporté une énergie explosive et une finition de classe mondiale. Tandis que Ray, le meneur de jeu brésilien, a ajouté une touche de samba au milieu de terrain. L'équipe regorgeait désormais de talent, et ses performances en témoignaient. En 1996, le PSG a remporté la Coupe des Coupes, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui réunissait les vainqueurs des coupes nationales de chaque pays. C'était un triomphe européen rare pour un club français. Et entre 1993 et 1997, le PSG atteint 5 demi-finales européennes de suite. Une grande partie de ce succès était due à Luis Fernandez, cette fois-ci non pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur. Les années 90 ont permis au PSG de s'imposer comme un prétendant européen, un club capable de se mesurer à l'élite du continent. Avec l'arrivée de JJ Okocha et Ronaldinho, le PSG a montré au monde entier qu'il ne plaisantait pas. Mais aussi vite que les succès sont arrivés, le début des années 2000 a apporté une dose de réalité qui a remis les pieds du club sur terre. Cette période n'a pas été tendre avec le PSG. Instabilité interne, mauvais choix de recrutement, résultats irréguliers, le club n'arrivait plus à maintenir les standards fixés durant les années Canal+. Certes, il y a eu quelques trophées pour sauver l'honneur. Des Coupes de France, des Coupes de la Ligue et même une Coupe Intertoto à la marge. Mais on avait l'impression que le club tournait en rond. Ce n'était pas la période la plus sombre de son histoire, mais on sentait bien qu'il manquait quelque chose. La période dorée des années Canal+ était révolue. Et les supporters commençaient à s'impatienter, car l'équipe semblait avancer sans vision claire. C'est à ce moment-là qu'un nouveau chapitre s'est ouvert en 2006, lorsque le fonds d'investissement américain Colony Capital a pris le contrôle du club. Son arrivée a apporté une stabilité administrative cruciale, permettant de mettre le club sur les rails, même si sur le terrain, les résultats restaient inconstants. Avec le recul, chacun de ces moments, la création passionnée en 1970, les débuts chaotiques, l'affirmation visuelle du club, la montée en puissance des années 80, l'âge d'or des années 90 et les turbulences des années 2000 représentent une brique essentielle dans la construction du PSG. Chaque époque a contribué à forger l'identité de ce club complexe, ambitieux, parfois instable, mais toujours fascinant. Le PSG a toujours été un club de contraste. Il est à la fois royal et rebelle, élégant et explosif. De ses débuts difficiles dans les divisions inférieures aux soirées européennes fastidieuses sous les lumières parisiennes, son parcours n'a jamais suivi une ligne droite. Mais c'est peut-être précisément ce qui a fait du PSG ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, vient 2011. Qatar Sports Investment fait son entrée en scène et, soudain, tout change. Le Paris Saint-Germain, jusqu'à la solide prétendant sur la scène nationale, mais encore limité par son palmarès, reçoit un afflux de capitaux qui va bouleverser l'équilibre du football européen. Mais ce n'était pas seulement un investissement, c'était un changement d'identité radical. Le Qatar Sports Investment, QSI, a investi des centaines de millions d'euros et a été prêt à tout pour faire passer le PSG d'un club local à une équipe de classe mondiale. Et avec cet argent, beaucoup de stars sont arrivées. David Beckham a signé et Zlatan Ibrahimovic a ensuite rejoint le club avec son charisme et son talent de buteur exceptionnel. À leur côté, on a vu arriver Thiago Silva, le pilier de la défense, Edinson Cavani, redoutable devant le but, puis plus tard, Neymar et Kylian Mbappé. Deux transferts qui ont fait l'effet d'une bombe. Le monde entier a vu les records de transferts exploser. 222 millions d'euros pour Neymar en 2017, le footballeur le plus cher de tous les temps. Puis Mbappé pour un montant tout aussi astronomique peu après. Et avant même que l'on s'en rende compte, Lionel Messi a rejoint l'équipe en 2021. Paris était devenu le prestigieux club de football, où jouait la crème de la crème, où tous les joueurs rêvaient un jour de jouer. Du jour au lendemain, le PSG n'était plus seulement un simple participant, mais un favori qui remportait souvent et sans difficulté des titres en France. La Ligue 1 était devenue un sacre annuel. La Coupe de France et le Trophée des Champions étaient systématiquement remportés. Le club dominait le championnat français, remportant souvent le titre plusieurs semaines avant la fin de la saison.
Ses adversaires étaient nettement surpassés, moins bien financés et complètement dominés. Mais il y avait un problème. La domination européenne leur échappait encore. La Ligue des Champions restait un défi insurmontable, le seul objectif qu'ils ne parvenaient pas à atteindre. Saison après saison, le PSG entrait dans la compétition en tant que favori, avec un effectif bourré de talent pour finalement être éliminé dans les phases finales. Cette équipe du PSG faisait rêver sur le papier, mais décevait toujours quand ça comptait vraiment. Puis est arrivé 2020, une année marquée par la pandémie, mais qui a apporté une lueur d'espoir. Le PSG s'est rendu jusqu'en finale à Lisbonne, où il a affronté le Bayern Munich. Tout donnait l'impression que c'était le moment. Neymar et Mbappé contre la machine allemande. Mais au lieu d'un grand triomphe, le PSG a connu une défaite déchirante. Un seul but de Kingsley Coman a suffi pour sceller la défaite 1-0. Le rêve du PSG s'est effondré. L'image de Neymar en larmes sur la pelouse a montré le décalage entre les ambitions du club et la réalité. Les trophées nationaux ont continué à se succéder, mais à chaque élimination européenne, les questions se faisaient plus pressantes. Le PSG pourrait-il un jour remporter la Ligue des Champions? Était-il en train de construire une équipe ou simplement de rassembler un groupe de stars? Maintenant, passons rapidement à la saison 2024-2025, où quelque chose semblait différent. Neymar n'était plus là, Messi non plus, et Mbappé non plus. Mais Luis Enrique, nommé entraîneur en 2023, avait une vision qui n'avait rien à voir avec le style Galactico. Il a reconstruit l'équipe autour de la jeunesse, de la cohésion et d'un football fluide. Le club a cessé d'acheter des joueurs vedettes pour se concentrer sur la construction d'une équipe durable et performante. Le projet d'Enrique n'était pas spectaculaire sur le papier, mais sur le terrain, c'était de la pure beauté. L'équipe est devenue une force collective, et soudain, le PSG ne se contentait plus de gagner, il écrasait ses adversaires. Le PSG a une nouvelle fois raflé la Ligue 1, cette fois-ci avec une nouvelle identité. Ils ont remporté la Coupe de France et le Trophée des Champions avec une brillante maîtrise. Mais c'est en Europe que le changement est devenu vraiment évident. En Ligue des Champions, ce nouveau PSG semblait invincible, avec un Ousmane Dembélé méconnaissable. Le style était toujours là, mais il avait mûri. Il ne reposait plus uniquement sur la technique et le talent, mais aussi sur la discipline tactique, les déplacements sans ballon, un pressing intense et une grande confiance. Mais le 31 mai 2025, c'était une nuit qui allait entrer dans l'histoire du football. La finale de la Ligue des Champions, à Munich. Le PSG face à l'Inter Milan. L'Inter, qui sortait d'une saison solide en Serie A et était connu pour sa solidité défensive, devait être un adversaire redoutable. Mais ce qui s'est déroulé à l'Allianz Arena a laissé le monde du football sous le choc. Le PSG n'a pas seulement gagné, il a écrasé l'Inter avec un score de 5-0. La plus grande victoire jamais enregistrée en finale de la Ligue des Champions. Le phénoménal Désiré Doué, âgé de seulement 19 ans, mais qui a joué comme un vrai patron, a marqué 2 buts et donné une passe décisive. Kvaratskhelia, l'ailier géorgien rapide et redoutable pour ses dribbles imprévisibles, a ajouté un autre but. Le meilleur arrière droit du monde, Achraf Hakimi, a été impressionnant, avec un but et une passe décisive. Même le remplaçant Seny Mayulu, issu du centre de formation du PSG, est sorti du banc pour marquer le 5e but. 5 buts dans le plus grand match de club en Europe. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était une affirmation, un règlement de compte, une explosion majeure après des années de quasi-échec et de frustration. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, le changement réside dans ce que le PSG a abandonné. Il s'est débarrassé du fardeau des superstars et du cirque qui les accompagnait. Fini les distractions liées à Neymar, fini les rumeurs sur Messi, fini les drames autour de Mbappé. Le club s'est recentré sur un système et non plus sur des individus. La philosophie de Luis Enrique, qui reposait sur un jeu fluide et positionnel, où tout le monde défend, tout le monde presse et tout le monde contribue, est devenue un mécanisme parfaitement rodé. Le niveau physique était excellent, la rotation de l'effectif était impeccable et l'intégration des jeunes était essentielle. Il n'était plus question d'un joueur qui ferait le visage du club. Désormais, c'était le club qui fait le visage de l'équipe. Quand le coup de sifflet final a été donné à Munich, les joueurs se sont effondrés de joie. Les fans étaient en délire et la longue attente était enfin terminée. Le Paris Saint-Germain avait enfin conquis l'Europe. Et à Paris, la ville a complètement flippé. Les célébrations ont vite tourné à la pagaille. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Paris, allumant des fumigènes et chantant jusqu'à en perdre la voix. Malheureusement, la joie s'est transformée en carnage
Des émeutes ont éclaté dans plusieurs quartiers. Des voitures ont été incendiées, des vitres brisées, et au milieu du chaos, une tragédie s'est produite. 2 personnes ont perdu la vie et plus de 500 arrestations ont été effectuées. Le poids émotionnel de plus d'une décennie de déception, de pression et de rêves non réalisés avait finalement cédé. Et au cours de cette nuit de réjouissance et de destruction, la dualité entre passion et douleur s'est révélée au grand jour. Mais il n'y avait aucun doute, c'était le moment du PSG. L'histoire du club était enfin passée de l'ambition à la réussite. Et sans même avoir le temps de reprendre son souffle, le mois de juin est arrivé et le PSG s'est envolé pour Los Angeles pour disputer la Coupe du Monde des clubs. Encore sur leur nuage après leur victoire en Ligue des Champions, ils ont démarré le tournoi en beauté, en écrasant l'Atlético Madrid 4-0 lors de la phase de groupe. Mais le tournoi n'allait pas être une simple promenade. 3 jours plus tard, Paris a subi une défaite totalement inattendue, 1-0 contre Botafogo. Après un match tendu où les Parisiens ont manqué d'efficacité et se sont retrouvés face à un gardien brésilien en grande forme. Cette mauvaise performance a secoué l'équipe, mais ne l'a pas fait douter d'elle-même. Lors de son dernier match de groupe, le PSG a brillamment rebondi en s'imposant 2-0 contre le Seattle Sounders et en terminant en tête de son groupe à la différence de but. Et ce résultat a donné lieu à un affrontement très attendu. Paris affrontera l'Inter Miami de Lionel Messi. Alors que le PSG poursuit son aventure dans cette Coupe du Monde des clubs et au-delà, une chose est désormais certaine. Le Paris Saint-Germain n'essaie plus de rattraper l'histoire, il est en train de l'écrire. Mais justement, que leur réserve l'avenir? Que se passera-t-il lorsque les cadres actuels commenceront à tourner la page? Le prochain chapitre de l'histoire parisienne pourrait être très différent, mais pas moins exceptionnel. Des figures majeures comme Kylian Mbappé ont déjà quitté le navire. D'autres comme Marquinhos, Gianluigi Donnarumma ou Achraf Hakimi s'approchent peu à peu de l'apogée de leur carrière. Le départ de Luis Enrique, s'il devait arriver, ne ferait qu'intensifier ce moment de transition. Mais l'histoire ne s'écrit pas dans l'immobilité, elle se construit dans l'évolution. Et pour le PSG, cette évolution est déjà en cours. Avec le soutien financier de Qatar Sports Investment et l'ambition de rester parmi l'élite européenne, le PSG dispose à la fois des moyens et de la vision nécessaire pour réinventer son avenir. Le club mise de plus en plus sur la jeunesse et le potentiel à long terme, et cette stratégie ne fera que se renforcer. Avec des joueurs comme Doué, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Barcola, le club est en train de changer sa vision du football, en misant sur la jeunesse, la polyvalence et la soif de gagner. Florian Wirtz, le jeune prodige qui vient de signer à Liverpool en venant du Bayer Leverkusen, pourrait être une cible à long terme. Il a la créativité et le tempérament nécessaires pour dicter le jeu depuis le milieu de terrain. Lamine Yamal, bien que très lié au Barça, représente le genre de talent offensif que le PSG pourrait chercher à recruter à l'avenir, exactement comme c'est passé avec Neymar. Mais au-delà des joueurs, il y a la question de l'entraîneur. Si Luis Enrique venait à quitter le club, Paris devrait trouver un technicien capable d'imposer le respect, de faire éclore les jeunes, tout en gérant les égos d'un vestiaire d'élite. Mais la vérité, c'est que la fin d'une époque au PSG ne signifie pas le déclin, elle annonce une transformation. Quand des icônes s'en vont, elles laissent la place aux légendes de demain. Le PSG ne construit pas une équipe pour une saison magique, elle pose les fondations d'une domination durable. Et si les noms changent sur la feuille de match, l'ambition, elle, reste intacte. Ne pas seulement gagner, mais marquer une époque. Une chose est sûre, quoi qu'il arrive, le PSG ne fera pas qu'écrire l'histoire du football, il en sera l'auteur. Et vous les amis, qu'est-ce que vous pensez que le PSG fera ensuite? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous si vous aimez ce genre de vidéos sur l'histoire des plus grands clubs du monde.